L'anime commence avec notre protagoniste, Takuto, qui s'amuse avec un jeu en ligne depuis son lit, dans sa chambre. Mais après quelques secondes, il perd connaissance. Peu à peu, il sent son esprit s'envoler vers un autre lieu, et lorsqu'il ouvre les yeux, la première chose qu'il voit, c'est qu'il se trouve dans un endroit qu'il n'a jamais vu auparavant. Mais au lieu de paniquer comme la plupart d'entre nous le feraient, il est incroyablement excité de pouvoir respirer l'air frais. Eh bien, quand on a des attentes basses, rien ne peut jamais vous décevoir. C'est alors qu'une femme s'approche pour le saluer. Takuto est stupéfait de la reconnaître, c'est Tatu. Elle confirme qu'il a raison et l'appelle roi. On nous explique alors que, pendant que Takuto était malade, il jouait à un jeu de stratégie 4X dans un univers de fantasy sombre, Eternal Nation. Le personnage qu'il adorait le plus dans ce jeu était cette femme, Atu. Réalisant qu'il s'agit vraiment d'elle, la première chose que fait Takuto est de se demander intérieurement ce qu'il doit faire, se questionnant sur le fait de savoir s'il s'agit d'un jeu de rôle. De plus, il suppose que si elle l'a appelé roi, c'est peut-être parce qu'elle pense qu'il est le leader des Minogras. À ce moment-là, Atu laisse échapper un petit rire et lui demande de se calmer. Ensuite, elle lui annonce qu'il a réussi à surmonter le mode cauchemar avec la civilisation la plus difficile à jouer, les Minogras, celle de la ruine, et qu'il est le joueur légendaire qui brille à la première place du classement. Cela laisse Takuto sous le choc. Atu lui fait savoir qu'elle se souvient de tout, faisant référence à tout ce qu'il lui a dit pendant qu'ils jouaient, comment ils ont dominé le monde ensemble à plusieurs reprises et toutes les fois où ils sont morts. Elle lui demande alors de ne pas s'inquiéter, car elle se souvient de tout parfaitement. Après avoir assimilé tout cela, Takuto mentionne que son style de jeu consistait à l'utiliser, elle, et qu'il espérait peut-être atteindre la puissance qu'elle possède. C'est pourquoi il est très heureux de pouvoir lui parler en personne. Atu lui répond qu'elle pense la même chose, que pouvoir lui parler est une joie immense. Quelques secondes plus tard, Takuto se demande s'il est au paradis et veut savoir si c'est elle qui l'a amené ici. Atu lui répond que non, et que lorsqu'elle s'est réveillée, elle était déjà là, donc elle ne pense pas qu'il soit au paradis. Si elle devait donner une hypothèse, elle dirait qu'ils sont dans un monde similaire à celui d'Eternal Nation. En lui prenant la main, elle lui dit qu'elle est heureuse de le rencontrer en personne et lui demande s'il veut recommencer ensemble. Elle évoque la possibilité qu'il soit dans un monde comme Eternal Nation, ou peut-être dans le monde d'où il vient, et bien que ce soit inconnu, elle souhaite construire un royaume ensemble, comme ils l'ont déjà fait auparavant. Takuto réfléchit à cela, car il ne sait pas ce qui se passe ni où il se trouve, mais comme ils sont déjà ensemble, il accepte l'idée de le faire à nouveau, de revivre ses jours heureux dans ce monde. Décidé, il lui dit qu'ils vont construire un royaume ensemble, un royaume rien que pour eux deux. Cela fait sourire Atu de bonheur, mais juste après, elle lâche un dialogue maléfique, se présentant comme Atu du Bourbier, fille du Limon, qui détruira le monde et dont le corps et l'esprit lui appartiennent désormais. En terminant, Takuto avoue que cela lui fait un peu honte, ce qu'elle reconnaît aussi, mais en mettant cela de côté, il lui indique qu'elle est sa seule subordonnée pour l'instant et qu'elle sera sa conseillère et sa main droite. De plus, leur civilisation est la plus maléfique. Mais comme il est spécialiste des affaires nationales, il veut lui rappeler que la première chose que font les Minogras, c'est de s'isoler. Un peu plus tard, Takuto utilise la création d'urgence pour invoquer une unité d'exploration de type insecte. Tous deux conviennent que cet insecte est assez répugnant, mais en ignorant cela, car il ne juge pas, Takuto rappelle à Atu que les Minogras sont une civilisation pacifique qui gouverne le mal et la ruine, ce qu'ils doivent garder à l'esprit dans leurs actions. En résumé, ils doivent éviter que les autres ne les découvrent. Pour cela, ils doivent collecter des informations sans être vus. Il ordonne alors à l'insecte d'explorer les environs. Pour l'encourager, Atu avertit l'insecte qu'il ne doit pas décevoir le grand Takuto, ce qui le fait partir à toute vitesse, effrayé. En voyant cela, Atu confirme que cette unité fonctionne comme si elle était sous son commandement, tandis que Takuto remarque qu'il peut partager sa vision, comme dans le jeu. Après avoir invoqué l'insecte d'exploration, Atu déclare qu'elle travaillera dur pour créer leur force militaire. Ou du moins, c'est ce qu'elle aimerait dire. Takuto mentionne que l'unité héros comme Atu se développe avec le temps, mais pour l'instant, sa force est de 3. Cela signifie qu'il court un risque très élevé, car tout affrontement avec un ennemi pourrait les anéantir complètement, ce qui le conduit à reconnaître que la difficulté est vraiment élevée. Plus tard, Takuto reste concentré sur l'exploration des environs à travers la vision de l'insecte, obtenant une meilleure idée de l'endroit où il se trouve. Il confirme que pour l'instant, tout n'est que forêt, et qu'il n'a trouvé ni animaux ni monstres. Atu lui fait remarquer que les forêts sont parfaites pour se cacher, mais qu'il est étrange qu'il n'y ait pas d'animaux. Elle s'excuse de ne pas lui être d'une grande aide pour le moment. Il lui demande de ne pas s'inquiéter, car sa seule présence à ses côtés lui suffit. Ces mots la rendent très heureuse, et face à sa réaction, Takuto découvre qu'il peut maintenant mieux percevoir sa personnalité, ce qu'il ne pouvait pas apprécier pleinement auparavant. Soudain, il découvre quelque chose d'important, non loin de là, il y a une communauté d'elfes noirs. Atu suppose que c'est normal dans un monde de fantasy et que les elfes noirs, malgré leur nom, sont neutres, mais penchent vers un mal neutre, ce qui est un soulagement.
Takuto se demande si cela signifie qu'ils sont bien dans Eternal Nation et souligne qu'il est problématique d'avoir un autre campement à proximité, car il vaut mieux éviter la guerre. Face à ce problème, Atu propose de fuir ensemble, ce qu'il accepte sans objection, car les Minogra aiment la paix et l'harmonie, et elle soutient cela. Elle considère même que la guerre est barbare. Une fois cette décision prise, Takuto lui dit qu'ils vont d'abord surveiller ces elfes tout en explorant les environs, et si cela tourne mal, ils n'auront qu'à s'enfuir. Atu accepte ses ordres avec beaucoup de joie, mais alors qu'il célèbre ce changement de plan de manière positive, des elfes noirs s'approchent et les regardent avec surprise. On nous montre alors ce qui se passait avec ce groupe d'elfes noirs quelques instants plus tôt. L'un d'eux dit à leur chef, le guerrier Jia, qu'il devrait abandonner ces terres maudites. Il veut aussi savoir pourquoi ils quittent la forêt. Jia explique qu'ils ont été expulsés de leur terre et n'ont nulle part où aller, et que les enfants ne tiendront plus longtemps. Comme il y a de la végétation dans ces zones, il pense qu'il pourrait y avoir de la nourriture. Un autre, nommé Emle, mentionne qu'aux confins du territoire inexploré d'Hidoragia se dresse une vaste forêt maudite, les terres maudites, et que selon les livres, quelque chose de très maléfique y a été scellé, ce qui empêche la vie de prospérer. Jia se contente de rire en entendant cela, pensant que ce ne sont que des superstitions, et souligne à quel point les arbres poussent bien ici. Il leur demande de ne pas abandonner, de ne pas perdre espoir, et que leur fierté et les esprits de leurs ancêtres leur montreront comment surmonter ces difficultés, bien qu'il admette intérieurement que cette forêt lui donne des frissons. Quelques minutes plus tard, ils tombent sur Takuto et Atu. Leur première réaction est de se figer, ressentant une mauvaise impression face à cet être étrange. Jia pense même que Takuto est l'incarnation du mal et que ce qu'il fera désormais pourrait affecter l'avenir de toute sa tribu, il doit donc être prudent. En leur présence, il s'agenouille et se présente comme un elfe noir du clan Mazaram, nommé Jia Najev, le guerrier chef. Il reconnaît que la personne devant lui est très importante et s'excuse d'être entré dans sa forêt sans permission. Atu maintient son rôle et le félicite subtilement d'avoir reconnu leur position, puis leur demande la raison de leur présence ici. Jia répond que le clan Mazaram, des elfes noirs, vivait autrefois dans les terres centrales d'Hidoragia. Comme il commence à donner trop de détails, Atu lui ordonne de manière intimidante d'aller droit au but. Sous cette pression, Jia explique rapidement qu'ils ont été persécutés et chassés de leur foyer, ce qui les a conduits à cette forêt. Dans son esprit, il se reproche d'embellir leur situation, ressentant la peur que Takuto et Atu inspirent. Soudain, Takuto remarque qu'ils sont très maigres, et Atu commence à expliquer pourquoi. Sans perdre de temps, Jia indique qu'ils n'ont plus de nourriture et que, pour semer leurs poursuivants, ils n'ont pas pu se procurer de quoi manger, et cela depuis plusieurs jours. Pendant que Takuto réfléchit à ce qu'il doit faire, Jia se demande intérieurement pourquoi ils doivent en souffrir et ce qu'ils ont fait pour mériter cela, alors qu'ils veulent seulement un endroit où vivre en paix. Soudain, quelque chose roule vers lui, suivi de plusieurs autres objets, et il identifie une odeur sucrée. Takuto leur dit de prendre cela et leur demande s'ils connaissent les pommes, qui sont délicieuses et coupées en forme de lapin. En prenant une pomme, Jia répond que non, car ces fruits sont très différents de ceux qu'ils connaissent. Il hésite sur la conduite à tenir, conscient qu'il serait impoli de refuser cette offrande. Soudain, un elfe noir s'exclame que c'est délicieux après avoir mordu dedans, et les autres font de même, partageant le même avis. Comme si cela ne suffisait pas, Takuto leur annonce qu'il a aussi des poires et utilise un portail pour en faire apparaître plusieurs. Atu demande à Jia ce qui se passe, car le roi leur offre de l'aide et il ne fait rien. Jia heurte son front contre le sol en signe de supplication et explique qu'il y a d'autres comme eux qui ont fui jusqu'ici, y compris des enfants qui meurent de faim. C'est pourquoi il préfère donner ses fruits, offerts avec tant de bonté, aux autres plutôt que de les manger lui-même. Takuto, pris de compassion, commence à accumuler une montagne de fruits devant les elfes noirs. Pendant que la nourriture s'entasse, Atu s'agite légèrement. Elle pense au fait que les elfes noirs sont méprisés pour avoir renié la lumière. On dit que ceux du clan de la lumière leur ont permis de vivre, mais ils ont été forcés de vivre dans l'ombre, loin de la lumière. Personne ne leur offre jamais d'aide, alors en voyant une telle quantité de nourriture, Atu ne peut s'empêcher de demander à Takuto qui il est. Il ignore sa question et insiste pour qu'il prenne la nourriture. Nous voyons ensuite que les elfes noirs qui attendaient encore essaient de tenir bon, et comme par miracle, Jia arrive pour leur annoncer qu'il a trouvé de la nourriture. À partir de là, il la prépare pour nourrir les enfants, et tous sont soulagés d'avoir pu tenir jusque-là. Une des filles demande à Jia d'où vient toute cette nourriture, et il répond qu'elle a été obtenue par hasard, tout en gardant en tête l'image de cet être mystérieux. Le soir, l'ancien Moltar s'approche pour le féliciter de son bon travail, car les fruits qu'il a rapportés sont exquis. Mais il veut savoir ce qui s'est réellement passé. Après une courte pause, Jia lui raconte qu'il a rencontré une créature légendaire au cœur de la forêt, et que Emle avait mentionné qu'un tel être était scellé dans les terres maudites. Moltar suppose qu'il s'agit du roi de la ruine et explique que certaines légendes et livres anciens parlent de cela, disant que lorsque le monde atteindra sa limite, le roi de la ruine apparaîtra, apportant la perdition à tout et forçant le monde à repartir de zéro. Il précise qu'il ne sait pas si cette information est vraie, mais qu'il ne peut pas affirmer qu'elle est fausse non plus.
Il ajoute que cet être ne leur a pas donné son nom, mais qu'il l'a trouvé si terrifiant qu'il pourrait bien être le roi de la ruine, un être qui semble échapper à leur compréhension. Cependant, une jeune femme le servait et traduisait ses paroles. Moltar remarque que, même s'ils ignorent s'il s'agit ou non du roi de la ruine, il est certain que ce n'est pas quelqu'un de bien. Maintenant qu'il a le ventre plein et a récupéré un peu de magie, il voit les choses plus clairement et affirme que cette forêt n'est pas normale, et qu'il aurait dû s'en rendre compte plus tôt. Il demande ensuite ce que Jia a donné en échange de cette nourriture, mais en apprenant qu'ils n'ont rien donné, il se moque, car aucun être maléfique ne donnerait quelque chose gratuitement. Jia explique qu'ils ont simplement partagé des détails sur leur situation lorsqu'on leur a posé la question, et qu'ils pensent que leur excellence les a aidés par pure compassion. À ces mots, Moltar insinue que Jia a été ensorcelé par cet être maléfique, ne comprenant pas pourquoi il l'appellerait avec tant de respect. Jia lui rappelle qu'il mourrait de faim, et qu'un tel miracle justifie son respect, même s'il s'agit d'un être maléfique, car sans lui, ils seraient probablement tous morts. Comprenant mieux l'ampleur de la situation, Moltar s'excuse pour ce malentendu et annonce qu'il ira négocier avec ce roi, car il doit assumer son rôle de leader. Revenant à Takuto et Atu, cette dernière reproche à Takuto d'avoir gaspillé de la magie pour invoquer toute cette nourriture. Il répond qu'il a eu pitié d'eux. Elle le gronde pour ses excuses simplistes et lui rappelle que leur civilisation vient de naître et qu'ils ne savent même pas ce qui les entoure. Comme elle fait la moue de colère, Takuto lui dit qu'il accepte de faire tout ce qu'elle lui demandera en compensation. Elle trouve cela excessif, se calme et essaie de mieux formuler ses mots. À peine Takuto lui dit qu'il a besoin d'elle, elle change complètement d'attitude pour lui montrer sa loyauté absolue. Laissant ce sujet de côté, il lui parle d'un problème, il n'a pas réussi à bien communiquer avec les elfes noirs. Bien qu'il puisse parler normalement avec elle, face aux autres, les mots ne lui viennent pas correctement, car il n'est pas doué pour communiquer. Alors qu'ils se morfondent à ce sujet, Atu essaie de le réconforter comme elle peut, pendant que l'insecte les observe. En ce moment, le vieil homme demande à Jia s'il est prêt à revoir le roi, car il leur a déjà donné un peu d'aumône, pour ainsi dire, et on ne sait pas ce qu'il demandera en retour plus tard. Jia en doute fortement, car le roi n'a rien mentionné à ce sujet. Le vieil homme insiste sur le fait que, d'une manière ou d'une autre, le roi finira par demander quelque chose, car c'est ainsi que fonctionne ce monde. Cependant, Moltar est conscient qu'il faut continuer à profiter de la bonté du roi tant que possible, car s'ils quittent la forêt, ils erreraient à nouveau dans le monde et il leur serait très difficile de trouver de la nourriture. Le vieil homme lui rappelle qu'ils sont venus sur le continent obscur pour établir un royaume où ils ne seraient plus persécutés. Et il se pourrait que ce soit leur dernière chance. Il espère que Jia réussira, car l'avenir de tous en dépend. Mais bien sûr, le protagoniste a entendu la conversation. Peu après, l'insecte va tout raconter au protagoniste. Ainsi, maintenant, le protagoniste sait que les elfes noirs se dirigent vers lui. Atu pense qu'ils viennent peut-être chercher la nourriture qu'ils n'ont pas pu transporter la dernière fois, car il y en avait trop. Takuto pense que la présence d'êtres d'une autre culture et idéologie pourrait causer des conflits à l'avenir. Il préférerait qu'ils prennent la nourriture et partent au plus vite, mais il s'inquiète de ne pas pouvoir communiquer correctement et donc de négocier avec eux. Atu lui dit que ce n'est pas un problème, qu'elle peut s'occuper des négociations à sa place. Le protagoniste lui demande si elle est sérieuse, et elle lui confirme que oui, qu'en tant que roi, il doit simplement lui donner des ordres et qu'elle obéira. Plus tard, les elfes arrivent, et je trouve curieux que, de leur perspective, tout semble sombre et inquiétant. Moltar se présente comme l'ancien des elfes noirs, et Atu les remercie de montrer le respect approprié, mais elle veut qu'ils disent ce qu'ils ont à dire rapidement. Le vieil homme remercie pour la nourriture donnée à son peuple, mais veut savoir comment s'appelle le roi. Atu s'énerve, mais le protagoniste lui donne le feu vert pour révéler son nom. Elle précise qu'il s'appelle Takuto, seigneur de l'Apocalypse et roi de la ruine, et qu'à partir de maintenant, ils devront s'adresser à lui comme le roi Takuto. De plus, elle donne son propre nom et indique qu'elle est inférieure au roi pour qu'il ne la traite pas de la même manière. Le vieil homme remercie pour ces informations et promet que tout son peuple se souviendra de leur nom. Le protagoniste est très heureux de cela, et Atu leur demande de prendre la nourriture avant qu'elle ne se gâte. Cependant, l'ancien elfe veut savoir comment ils peuvent rendre l'appareil. Atu précise qu'ils n'ont rien à offrir, doutant qu'ils aient quelque chose qui puisse satisfaire le roi. Le vieil homme semble indécis, un peu nerveux, alors Atu lui demande s'il mijote quelque chose. Il assure que non, que ce n'est rien. Le protagoniste en profite pour dire à Atu qu'en matière de négociation, il devrait faire certaines choses, mais elle n'aime pas cela, car elle pense que ces elfes ne savent pas négocier. Le protagoniste insiste, mais Atu pense qu'il serait préférable de les éliminer au plus vite pour qu'ils ne deviennent pas un problème à l'avenir. Takuto lui demande de se calmer, car peut-être que les elfes souhaitent également une amitié mutuelle au bénéfice des deux parties. Peut-être que s'ils acceptaient quelque chose que les elfes sont prêts à payer au lieu de leur donner de la nourriture, cela pourrait apaiser tout le monde. Le vieil homme accepte, et le protagoniste confirme que c'est la meilleure solution, car cela apportera plus de calme à tous dans cet endroit. Atu dit aux elfes qu'ils sont idiots de croire que leur roi est un spectre maléfique,
mais Moltar précise qu'il n'a jamais pensé une chose pareille. Atou lui ordonne de se taire, car elle veut réfléchir au prix que les elfes devront payer, mais rien ne lui vient à l'esprit. Le protagoniste pense qu'il serait excellent qu'il raconte ce qu'il y a dans le monde extérieur. Le vieil homme dit alors qu'il leur racontera tout ce qu'il a vu, entendu et vécu. Atou trouve cela parfait et précise qu'une fois l'accord conclu, ils devront quitter la forêt, ce qui fait trembler Jia. Le protagoniste sent qu'il comprend mieux ce type que le vieil homme, mais Moltar demande plutôt qu'on leur accorde la permission de rester dans la forêt. Atou refuse et leur interdit de raconter ce qu'ils ont vécu ici. Jia s'oppose, mais le vieil homme lui explique que si c'est la volonté du roi, ils doivent obéir. Moltar remercie et se retire, mais le protagoniste se demande s'ils font le bon choix, car s'ils quittent la forêt, ils risquent fort de mourir. Mais à la dernière seconde, il leur dit d'attendre et leur propose de devenir ses citoyens, ce qui surprend même Atou. Elle lui demande ce qu'il fait, et Takuto pense que le système des réfugiés serait une bonne option. Le protagoniste sait que les elfes noirs ne sont ni bons ni mauvais, mais s'ils les acceptent comme réfugiés dans leur civilisation, si cela fonctionne comme dans le jeu, ils finiront par devenir aussi maléfiques que lui et Atou. Elle en doute, car ils sont très différents des homoncules, les citoyens principaux de Minogra. Il est probable qu'il y ait des conflits entre eux à l'avenir, mais malgré cela, le protagoniste lui demande de se souvenir de l'apparence des homoncules et si elle pourrait vivre uniquement avec ce type de citoyen. Atou admet que le protagoniste a raison, que l'apparence des homoncules est même nuisible à l'esprit et qu'ils ne peuvent même pas discuter. Avec cela décidé, Atou annonce aux elfes que le roi a décidé de fonder une civilisation ici. Par conséquent, s'ils souhaitent devenir ses citoyens, le roi promet de les protéger. Le vieil homme veut savoir ce qu'il adviendra de lui et de sa tribu s'ils deviennent citoyens. Atou précise que le roi leur promet le bonheur éternel. Enfin, du moins, ce serait la norme. En réalité, ils deviendront des êtres maléfiques. Cela dit, ils sont libres de choisir ce qu'ils veulent, mais selon l'opinion personnelle d'Atou, ils s'en sortiront mieux qu'ils ne le pensent. Plus tard, elle mentionne que les elfes ont mis longtemps à décider, et Takuto pense que c'est normal si on leur dit soudainement qu'ils deviendront des êtres maléfiques. Peu après, ils arrivent au campement des elfes noirs, et tous s'inclinent devant leur présence. L'un d'eux s'évanouit même. Jia leur ordonne de ne pas regarder le roi dans les yeux, car ce serait un manque de respect. Une fois le roi assis sur son trône, Atou les déclare tous citoyens de Minogra, la nation du roi Takuto. Une option du jeu apparaît pour le protagoniste, lui demandant s'il accepte de les prendre comme citoyens, et bien sûr, il accepte. Eh bien, maintenant, officiellement, Minogra a été fondée. Jia se demande si c'est tout, car elle ne ressent aucun changement en elle, mais soudain, elle commence à ressentir quelque chose de très étrange. Oui, elle commence à ressentir de la haine envers ceux qui les ont persécutés et méprisés pendant si longtemps. Tout le monde ressent la même chose, mais peu après, ils comprennent que c'est le bonheur qu'on ressent lorsqu'on est pris en charge. Tous les elfes, désormais satisfaits du roi, commencent à scander son nom. Quelques jours plus tard, le protagoniste est sous le choc, car en regardant la carte, ils ont découvert qu'ils ont commencé dans une position désastreuse, car sur le continent où ils se trouvent, il existe déjà 2 grandes nations. Le royaume sacré de Qualia, appartenant à des humains qui vénèrent Arlo, leur dieu sacré. Il y a aussi l'Alliance élémentaire, qui est la nation des elfes qui vénèrent la nature. Les 2 royaumes sont bons, et s'ils découvrent la nation du protagoniste, eh bien, on sait ce qui arrivera. C'est terrible, car la nation du protagoniste n'a pas de force militaire, et pour couronner le tout, ces terres maudites n'ont aucune ressource naturelle. Takuto pense que tout n'est pas si mal, car en conditions normales, Minogra a du mal à faire des recherches, car ses citoyens homoncules manquent d'intelligence. Cependant, avec les elfes, les choses changent énormément. Peu après, le vieil homme et Jia arrivent, mais aussi Emle. Jia explique qu'elle est très intelligente et connaît beaucoup d'histoires, ainsi que des choses sur d'autres nations. Emle sera d'une grande aide pour le roi et pour ses recherches. Atou remercie pour leur coopération et leur demande de ne pas être si formels, car le roi n'aime pas ces choses-là. Elle précise également qu'ils travailleront à des postes clés pour l'administration de la nation. Moltar s'occupera des affaires publiques, et comme il utilise la magie, le roi attend beaucoup de lui. Jia restera chef guerrier et dirigera les forces de Minogra. Jia accepte avec plaisir et dit qu'elle fera toutes sortes d'atrocités au nom du roi, ce qui déstabilise beaucoup le protagoniste, car en réalité, il est très opposé au conflit. Pauvre elfe, je ne comprends pas pourquoi le roi de la ruine et de la malveillance est si pacifiste. Atou leur demande de bien se reposer, car ils devront d'abord récupérer leurs forces. Ensuite, ils devront construire beaucoup de maisons. Moltar promet d'être utile, contrairement à Jia et sa force brute. Cela crée un conflit entre les deux, car ils commencent à dire que l'un est meilleur que l'autre. Atou informe le protagoniste qu'ils sont peut-être trop passionnés par le travail. Takuto pense qu'il serait alors préférable d'aménager le terrain en profitant de leur énergie. Atou demande au vieil homme de trouver du bois, mais sans trop affecter la forêt. Il lui assure de ne pas s'inquiéter, qu'il est habitué à tout type de tâches dans les forêts. Une fois de plus,
Jia ne comprend pas pourquoi le roi de la ruine ne cherche pas à détruire la forêt, mais bon, pour couronner le tout, le protagoniste leur demande de ne pas oublier de reboiser. Les elfes ne comprennent pas, alors Jia demande ce que c'est. Takuto trouve cela curieux. Selon lui, le niveau technologique des gens de ce monde se concentre plus ou moins sur la construction de forteresses. Peu après, Atu demande aux elfes s'ils connaissent la magie militaire et les 6 éléments principaux. Moltar dit connaître les 4 éléments, car c'est la base de la magie. Le dit n'avoir jamais entendu parler de l'utilisation de la magie militaire par les autres nations. Avec cela, le protagoniste comprend que ce monde n'a pas encore atteint le niveau des 6 éléments principaux, c'est-à-dire qu'ils sont en retard par rapport à d'autres technologies, ce qui est étrange d'une certaine manière. Le vieil homme demande s'ils ont un niveau de technologie magique inférieur à ce que le roi attendait, et Atu répond que oui. Cependant, ce n'est pas grave, car ils pourront surpasser les autres nations lorsqu'ils parviendront à s'améliorer. Mais revenons au sujet principal, elle explique que reboiser, c'est planter des arbres dans les terres exploitées. C'est important pour préserver les ressources, et oui, cela fonctionne même dans la vie réelle. Le mentionne que le niveau de technologie magique n'a rien à voir avec planter des arbres, ce à quoi le vieil homme répond que c'est vrai, car les arbres mettent des siècles à mûrir. C'est là qu'Atu précise que reboiser utilise les éléments principaux pour accélérer leur croissance. Et oui, c'est une connaissance et une sagesse apportée par le grand roi Takuto. Le protagoniste sait que ce n'est pas vrai, mais elle continue à vendre du vent en disant que le grand roi connaît beaucoup de sujets, qu'il possède une grande sagesse, et elle leur dit qu'ils devraient se sentir chanceux d'être ses citoyens. Le demande si les fruits qu'ils leur ont donnés précédemment ont également été créés par le roi, et Atu répond que oui, qu'en fait, elle adore les raisins. Elle demande si les raisins sont le fruit violet et mentionne qu'elle a planté leurs graines, qui commencent déjà à germer. Cela choque le protagoniste et Atu, car Takuto avait oublié que les fruits qu'il leur avait donnés venaient du monde moderne, ce qui signifie qu'il peut créer en urgence des choses qui n'existaient pas dans le jeu. Il essaie, et effectivement, il parvient à faire apparaître une pièce de monnaie. Avec ce pouvoir, le protagoniste sait que tout sera plus simple, car il pourra fabriquer de la poudre à canon, des métaux et même de l'essence. Le problème est qu'il faudra beaucoup de magie pour cela, mais le sourire de Takuto en dit long. Elle me demande si elle n'aurait pas dû planter les graines, mais Atu lui dit que non. En fait, elle la félicite pour l'excellent travail qu'elle a fait. D'un autre côté, cette blonde, qui semble être une sainte, dit qu'il y a des présages d'apocalypse venant des terres maudites du continent obscur. Cela est évidemment mauvais pour les deux nations, mais un cardinal vient d'arriver pour lui signaler que des barbares sont apparus dans le nord. Elle sait qu'elle doit se mettre en route, car quelque chose commence à se produire dans ce monde. Nous retrouvons ici la sainte, accompagnée du cardinal et d'un groupe de soldats, alors qu'elle se dirige vers un champ enneigé. En avançant, l'un des hommes mentionne qu'on dit qu'elle possède un pouvoir spécial, mais à première vue, il ne le pense pas. En entendant cela, celui qui semble être le chef leur répond qu'ils comprendront bientôt ce qu'elle est réellement. Peu après, un groupe de monstres fonce sur eux à toute vitesse. Le cardinal demande à la sainte de se dépêcher, et elle commence à réciter une longue incantation. De son bâton, elle lance une puissante magie qui enveloppe tous les monstres dans une explosion de flammes. Tandis que les soldats restent bouche bée devant cette démonstration de pouvoir, le cardinal réagit de la même manière et affirme que, plus qu'une sainte, elle est une arme trop puissante. Les flammes s'élèvent jusqu'au ciel, disparaissent dans les nuages, et une lumière en sort. Le chef des gardes explique que c'est grâce à ce pouvoir que la nation peut repousser le mal et entretenir de bonnes relations avec le peuple des elfes. Elle enveloppe ses ennemis de flammes et les renvoie sous forme de fleurs. Il s'agit de l'une des 7 sauveuses du continent d'Hydragia, la sainte Soalina de la majestueuse sépulture. Le cardinal informe Soalina qu'il a envoyé les paladins dans les villages les plus proches. Elle lui parle alors de ce qu'ils évoquaient en chemin, le présage de l'apocalypse dans les terres maudites. Selon elle, il faudrait au moins envoyer des paladins pour enquêter. Le cardinal refuse, trouvant absurde de s'intéresser à ces terres du continent obscur, et affirme que la province centrale ne cédera pas ses paladins pour cela. Il prétend qu'ils ne sont pas si précieux que ça. Mais après ces paroles, Soalina lui annonce qu'elle ira elle-même. Le cardinal, agacé, lui rappelle qu'elle ne semble pas consciente de sa situation, elle n'est plus la simple villageoise qu'elle était. Elle le regarde simplement du coin de l'œil, ce qui l'irrite, mais il finit par accepter d'envoyer des hommes sous ses ordres. Lorsqu'il se retire, il l'insulte à voix basse, la traitant de gamine paysanne. Dans la nation de Minogra, Atu encourage les elfes noirs à s'amuser en construisant. Elle retrouve Takuto, qui se montre joyeux de voir les efforts des elfes pour ériger un trône et une salle du conseil. Atu lui dit que ce n'est que le début, il faut maintenant fortifier la civilisation, dominer les terres et traverser les cieux. Arrivent alors les ministres elfes, venus à son ordre. Avant la réunion, ils offrent un cadeau à Takuto, ce qui l'émeut. Il ne s'attendait pas à ce qu'il finisse aussi vite sa commande. Après avoir mis les vêtements, il est ravi de ne plus avoir à se promener en pyjama. Pourtant, pour les elfes, il n'a pas changé d'apparence. Atu leur dit simplement que leur roi est heureux de sa nouvelle tenue. La réunion commence,
et Moltar demande quel bâtiment construire en premier. Le terrain est déjà nivelé, les branches élaguées. Elle explique qu'ils vont d'abord ériger un bâtiment pour la production alimentaire. On ne peut pas partir en guerre le ventre vide, même si ce n'est pas le but pour l'instant. Moltar demande alors si le roi ne peut pas créer de la nourriture illimitée. Atout leur rappelle que, plus ils grandiront, plus ils devront répartir les ressources, et qu'ils ne peuvent pas tout attendre du roi. Ensuite, elle place un étrange être vivant sur la table. Tous sont pris de court, aiment-le particulièrement. Atout leur explique qu'il s'agit d'un arbre de viande, un bâtiment qui produit une mystérieuse chair au goût humain, en grande quantité, et très nutritive. Moltar fait remarquer que certains refuseront sûrement de manger de la viande humaine. Mais Atout leur dit qu'ils ne font que l'expérimenter pour voir. Takuto accepte donc la création de l'arbre de viande. Atout ajoute qu'ils auront besoin d'un poste de commandement et d'un entrepôt pour stocker la nourriture. Le accepte de s'en charger. À ce moment, l'arbre de viande le remercie d'une voix troublante, ce qui le terrifie. Après tout, c'est un arbre qui parle, et qui produit de la chair humaine. Atout parle ensuite de la recherche, étant encore une petite nation, ils doivent acquérir au plus vite une technologie moderne, en priorité la magie militaire. La magie normale n'attaque qu'une dizaine de personnes, ce que Moltar dit pouvoir faire facilement. Mais Atout leur explique que la magie militaire permet d'anéantir des armées entières, de modeler le terrain et d'avoir bien d'autres usages stratégiques. Moltar, choqué, demande si une telle magie existe. Elle répond qu'il leur faut plusieurs génies en magie. Takuto estime que ce n'est pas si complexe, donc ils pourront la développer rapidement. En comprenant à quel point leur roi est savant, Moltar s'emballe, et Takuto valide la décision de centrer la recherche sur la magie militaire. Atout annonce ensuite qu'il faut discuter des plans militaires, ce qui ravit Jia. Mais Takuto l'interrompt pour préciser qu'ils ne se concentreront pas là-dessus pour l'instant. Atout ajoute qu'une armée ne produit rien, consomme ressources et mana, et coûte cher à maintenir. Jia proteste en disant qu'ils ne peuvent même pas protéger leur roi avec leurs forces actuelles. Moltar avoue, gêné, qu'ils sont tous deux recherchés comme chefs des elfes noirs. Atout comprend qu'ils s'inquiètent de leurs poursuivants et se tourne vers Takuto, espérant une solution. Ce dernier propose alors de créer un héros. Atout trouve l'idée excellente. Même s'il est coûteux d'en invoquer un, l'entretien est minime. Comme les autres ne savent pas ce qu'est un héros, Atout leur explique. Dans Minogra, les héros servent le roi. Ils sont puissants, dotés de capacités spéciales, mais souvent un peu fous. Il faut remplir certaines conditions pour les invoquer, mais ils peuvent en faire venir un très bientôt. Takuto ajoute qu'un héros coûte moins cher qu'une armée et attire moins l'attention. Jia le remercie pour cela. Takuto, lui, trouve ces sujets divertissants. Il pense à la magie collectée auprès des citoyens et constate que le mana de la nation augmente rapidement. Ce mana est proportionnel au bonheur du peuple. Plus ils seront heureux, plus la nation progressera. Il se promet alors de rendre tous ces sujets aussi heureux que possible. Pendant ce temps, dans une église, un chevalier nommé Lonius prie. Son supérieur lui dit de revenir, car ils n'ont pas de temps à perdre. Mais Lonius lui demande de se taire, expliquant que ce lieu est réservé à Dieu. En se retournant, le capitaine remarque un pendentif que Lonius cache aussitôt. Il comprend qu'il s'agit de son alliance, utilisée comme talisman protecteur. Il lui demande alors le nom de sa femme et de sa fille. Lonius refuse, affirmant que cela n'a rien à voir avec la mission. Le capitaine insiste, lui rappelant qu'il parle à un paladin de haut rang. Lonius finit par céder, sa femme s'appelle Marcha et sa fille, Mina. Le paladin lui répond qu'ils partiront bientôt, et que s'il l'entend prononcer leur nom dans son sommeil, il devra intervenir. Lonius pense que cet homme est grossier et malpoli, mais vu ses compétences, il n'est pas en position de se plaindre. En chemin, le paladin se plaint d'être envoyé sur le continent obscur. Lonius lui rappelle qu'ils doivent enquêter sur la révélation de Soalina, et que s'ils réussissent, le congrès des provinces du Sud les félicitera. Mais il craint qu'en cas d'échec, on le tienne pour responsable, étant le plus bas gradé. Le paladin trouve étrange qu'ils soient les seuls paladins envoyés, les autres étant des mercenaires. Lonius explique que les missions à l'étranger sont rares, donc on ne sait jamais combien de troupes il faut. Il suppose que si ce paladin l'accompagne, c'est qu'il y a une raison cachée. En sortant de l'église, ils sont accueillis par un groupe de chevaliers. Le paladin félicite Lonius pour avoir engagé tous ses mercenaires. Malgré son attitude, Lonius pense qu'il est rassurant de l'avoir à ses côtés. De retour à Minogra, le remercie Takuto pour être venu inspecter l'avancement des travaux. Takuto est impressionné par les maisons construites dans les arbres de viande dansant, et repense à sa vie de joueur, heureux de vivre cela en vrai. Le lui explique que cette zone est leur quartier résidentiel. Elle se spécialise dans les constructions arboricoles, mais ont mis les maisons en pause pour se concentrer sur les arbres de viande, en pleine croissance. Bientôt, elles termineront aussi l'entrepôt. Au sein de l'Institut de recherche magique, l'ancien Moltar dirige une équipe de génies. Ils ont découvert une source d'eau proche et prévoient de construire un aqueduc. Le bâtiment royal servira d'administration nationale, modeste mais suffisant pour commencer. Takuto apprécie le geste, heureux qu'ils aient pensé à chercher de l'eau. Il se souvient des elfes noirs émaciés qu'il a rencontrés,
aujourd'hui plein de vie. M le lui demande son avis, ils ont tout fait pour lui, espérant lui rendre sa bonté. Il lui dit que c'est merveilleux et qu'il est heureux de les avoir comme citoyens. M le, ému, pleure de joie, ce qui surprend Takuto. Elle continue ensuite la visite, lui montrant des arbres de viande presque prêts à être récoltés. Atu rit avec lui en pensant que c'est comme tricher d'avoir autant de pouvoir. Soudain, un arbre de viande murmure qu'il est prêt, les effrayant tous. Ils se dirigent vers la source d'eau, mais en chemin, ils sentent que la forêt est étrange. Arrivés à la source, ils sont choqués de voir que l'eau est contaminée. Moltar arrive avec Jia, voulant s'occuper de l'aqueduc. M le lui dit que l'eau n'est plus potable. Moltar vérifie, confirme, mais Atu boit quand même. Elle leur explique que ce sol est maudit, preuve qu'il fait désormais partie de leur territoire. Takuto leur fait respirer profondément, ils se sentent alors revigorés. Atu précise que les terres maudites profitent aux êtres maléfiques et nuisent aux neutres et aux bons. En rejoignant Minogra, ils sont donc devenus maléfiques. Elle boit l'eau sans problème. Atu précise que les terres maudites serviront de barrière défensive. Bientôt, tout le territoire sera ainsi, grâce à son pouvoir. Mais cela risque d'attirer l'attention. Tous s'inquiètent, mais Atu les rassure, ils vont créer un héros. Moltar dit qu'il ne comprend toujours pas ce que c'est. Atu lui répond qu'il vaut mieux voir en vrai. Cela fait plusieurs jours qu'ils sont là, le moment est venu. Des tentacules jaillissent de son dos et tranchent de nombreux arbres. Elle leur dit qu'elle est elle-même une héroïne, et que ce n'est qu'un centième de sa puissance. Les héros peuvent anéantir des armées seuls. Tout le monde est stupéfait. Takuto ajoute que les héros sont cheatés, qu'ils deviennent plus puissants avec le temps même sans rien faire. Ils vivent la belle vie. Il ajoute que tant qu'ils restent isolés, Atu suffira à protéger la nation. Takuto la gronde pour avoir détruit la forêt et lui demande de nettoyer quand elle en aura le temps, ce qui déprime Atu. Jia et Moltar sont impressionnés par sa puissance, et par celle de leur roi. Moltar propose de construire un palais pour lui, ce que Takuto refuse, n'ayant pas de préférence. Mais on insiste, un palais produit des ressources et rend les citoyens heureux. Takuto accepte juste pour ça. Il ajoute qu'il aimerait un jour un château flottant. Les autres sont confus, mais après tout ce qu'ils ont vu, ils trouvent ça crédible. Pendant ce temps, les paladins poursuivent leur route vers le continent obscur, éliminant les monstres sur leur passage. Les mercenaires les suivent.